Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Plus que quelques semaines avant l'élection présidentielle au Kenya, à 55 ans, l'actuel vice-président William Ruto participe à la course au fauteuil présidentiel. La lutte contre la corruption est notamment au cœur de ses priorités. La 14e édition de l'US Africa Business Summit au Maroc, organisée à Marrakech, ce rendez-vous offre aux participants la possibilité de sceller de nouveaux partenariats d'affaires. Et puis les conséquences des inondations au Sénégal, les fortes précipitations ont provoqué de nombreux dégâts matériels qui attisent l'exaspération des habitants. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Guinée. Le médiateur de la CEDEAO pour le pays, l'ancien président béninois Thomas Boniaï, est arrivé à Conakry le 19 juillet. Il était accompagné du chef de l'État bissau-guinéen, Umaro Sissoko Embalo, également président en exercice de la CEDEAO, ainsi que du nouveau président de la commission de l'organisation, Omar Alieu Touré, qui ont atterri le lendemain. Au programme de leur déplacement, une rencontre était organisée ce mercredi avec le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya. Une réunion durant laquelle les échanges auraient entre autres porté sur la durée de la transition. Alors que la Guinée s'était donné 3 ans avant le retour des civils au pouvoir, la CEDEAO aurait proposé aux autorités une période transitoire de 2 ans. Direction à présent le Kenya, qui vit actuellement au rythme de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 9 août prochain. Parmi les candidats en lice, l'actuel vice-président William Ruto, qui a choisi d'axer son programme autour de la lutte contre la corruption et de la hausse du coût de la vie. S'il n'est pas soutenu par le pouvoir, le dirigeant kenyan croit en sa victoire. Gladys Momba. L'actuel vice-président kényan, William Ruto, brigue la présidence aux élections générales du 9 août prochain. Même sans le soutien du parti au pouvoir, William Ruto croit en ses chances de victoire. Le colistier du président sortant Uhuru Kenyatta a axé son programme électoral autour de la croissance économique et la lutte contre la corruption pour tenter de séduire les électeurs touchés par la hausse du coût de la vie. Nous mettrons un frein à l'augmentation des emprunts. Cela n'arrivera peut-être pas à zéro. Mais nous commencerons le voyage pour ralentir les emprunts parce que, comme on dit, quand on se retrouve dans un trou, il faut arrêter de creuser. Muni d'un budget de près de 28 milliards de dollars pour l'exercice 2022-2023, le Kenya accuse un déficit de 6,2% du PIB et doit à la Chine environ 8 milliards de dollars, une dette que le candidat de l'Alliance démocratique unie attribue au contrat de construction d'infrastructures signé avec la Chine sous le président Uhuru Kenyatta. Malgré ses 10 années de vice-présidence, William Ruto se revendique d'un héritage différent. Ce programme économique comprend des ressources publiques, ce qui signifie que nous devons nous attaquer de front à la corruption, n'est-ce pas? Et en fait, lors de cette élection, nous sommes probablement la seule équipe à avoir un plan sur la manière de lutter contre la corruption. La lutte contre la corruption est également le fer de lance de Raila Odinga, son principal rival, soutenu par le président sortant Uhuru Kenyatta. Pour mettre toutes les chances de victoire de leur côté, le candidat William Ruto et son colistier Rigathi Gachagua tentent de se dédouaner du bilan du président sortant qu'ils jugent peu satisfaisant. Dans l'actualité également, une date pour les prochaines élections législatives au Lesotho. Le scrutin se déroulera le 7 octobre prochain. Une information dévoilée ce 20 juillet par le chef de la commission électorale nationale, Mpaifele Makutu. La même source précise que les résultats devraient être connus dès le lendemain du scrutin. Pour rappel, le roi Letsi III a dissous le Parlement la semaine dernière en vue de ce scrutin. Notons qu'entre 2012 et 2017, ce royaume d'Afrique australe aurait organisé 3 élections. Construire ensemble l'avenir, tel est le thème de la 14e édition de l'US Africa Business Summit, dont le coup d'envoi a été donné ce 19 juillet au Maroc. Pendant 3 jours, des tables rondes sont organisées autour de plusieurs thèmes: sécurité alimentaire, transition énergétique ou encore nouvelles technologies. L'occasion pour les participants de sceller de nouveaux partenariats d'affaires avec des investisseurs américains. Reportage de notre correspondant Séverin Doku.
Renforcer les partenariats d'affaires avec les investisseurs des États-Unis d'Amérique, c'est l'essence des rencontres du 14e sommet des affaires Afrique-États-Unis dont la cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu le 20 juillet 2022 à Marrakech au Maroc. Organisé par le Corporate Council on Africa, ce rendez-vous représente surtout la vitrine de l'engagement durable des États-Unis pour le développement économique envers ses partenaires africains sous la gouverne du pays hôte, le Maroc, exemple de coopération économique fructueuse avec les États-Unis. L'accord de libre-échange signé par le Royaume marocain avec la partie américaine le 15 juillet 2004 a permis au commerce bilatéral d'atteindre 3,3 milliards de dollars en 2020. Nous renforçons les partenariats afin de garantir que les populations des deux côtés de l'Atlantique aient la possibilité de créer une vie meilleure pour leurs enfants, leurs familles et leurs communautés et de réaliser pleinement leur potentiel. Le gouvernement américain a soutenu 802 accords de commerce et d'investissement couvrant 54 pays différents et représentant une valeur estimée à 50 milliards de dollars. Mais nous pouvons et nous devons faire plus. Yet, we can and we must do more. Le 14e US Africa Business Summit, au-delà d'un carrefour du donner et du recevoir, doit permettre aux partenaires africains de se mettre en vitrine, faire valoir l'énorme gisement de potentialités d'affaires dont le continent regorge. Il vise aussi à mettre en exergue les efforts d'autonomisation en termes de sécurité alimentaire, mais aussi d'accès à l'énergie ou encore le développement de l'industrie médicale et pharmaceutique, avec en visée le défi de la transformation locale qui permettrait alors un boom dans le secteur de l'emploi pour près de 1,2 milliard des consommateurs africains. L'Afrique a beaucoup d'opportunités et c'est pour cela que je dis que les hommes d'affaires et les décideurs américains ont l'opportunité de connaître l'Afrique et ce qu'ils peuvent faire pour investir sur le continent. Pour nous, c'est une opportunité. Nous profitons de toutes les opportunités financières qui se présentent, des engagements commerciaux que nous pouvons avoir. L'Afrique est la voie à suivre. L'Afrique a le potentiel. L'Afrique est le plus grand marché. Prennent part à ce rendez-vous de grandes institutions financières à l'instar de la Banque africaine de développement qui interviendront dans des dialogues de haut niveau, des sessions plénières, des panels, des tables rondes et des side events sur les priorités du continent en matière de sécurité alimentaire, de santé, d'agriculture, de transition énergétique, de nouvelles technologies, d'infrastructures et d'intégration des écosystèmes industriels. Dirigeants de sociétés d'énergie, experts ou encore investisseurs y ont pris part. Le Sénégal a abrité jusqu'au 21 juillet le 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. Durant cet événement qui était placé sous le thème « La nécessité du service public et la performance des sociétés africaines d'électricité », les participants ont notamment mis l'accent sur la cybersécurité. Reportage de notre correspondante Samantha Sabero-Saboubanga. Un rapport d'Interpol sur les menaces de cybercriminalité en Afrique en 2021 révèle que le continent a perdu 10% de son PIB du fait de plusieurs millions de cyberattaques. Aucun secteur n'est épargné, comme le relève ce panel de discussion sur la digitalisation et la cybersécurité pour les sociétés d'électricité. Cadre d'échange organisé par les membres de l'Association des sociétés nationales d'électricité d'Afrique, ASEA, en marge de son 20e congrès à Diamniadio au Sénégal. Et donc je pense que pour moi aujourd'hui, le vrai défi, le risque il existe, il est pour tout le monde, mais ce qui serait important, et à mon avis l'ASEA peut participer à ça, c'est la mise en place d'un cadre de concertation, d'un cadre de partage de l'information et également permettre l'échange d'expériences entre les différentes sociétés. Voilà. Selon la Banque africaine de développement BAD, plus de 640 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie, ce qui correspond à un taux d'accès légèrement supérieur à 40%, le niveau le plus faible du monde. Les experts recommandent donc aux États africains la digitalisation qui va aider les sociétés d'électricité à gagner le pari de l'optimisation des temps de coupure sur les réseaux, mais également de connecter plus de consommateurs et à moindre coût. Espionnage, sabotage d'infrastructures critiques, crimes organisés et atteinte à l'innovation sont également les menaces contre lesquelles il faut armer les acteurs de ce secteur. Effectivement, que nous voyons venir, c'est effectivement de toujours renforcer
cet aspect pratique avec vraiment des équipements les plus à la pointe. On a toutes les problématiques autour des protections, parce que vous savez que les pays, les populations veulent une qualité d'électricité de plus en plus importante. Donc vous avez les premiers niveaux de formation pour aller donner l'accès branché, mais aussi et surtout c'est la gestion, l'exploitation du réseau de manière régulière qui devient de plus en plus important. Donc il faut que les techniciens soient capables d'intervenir avec la diversité des équipements. C'est l'autre. Le 20e congrès des sociétés d'électricité en Afrique offre un cadre propice aux échanges et aux affaires pour les professionnels de l'électricité et en particulier les fournisseurs d'équipements, de solutions et d'infrastructures de production, de commercialisation, de transport et de distribution. La saison des pluies fait de nouveau des ravages au Sénégal. À Dakar, les fortes précipitations ont provoqué de nombreuses inondations. Sur place, les habitants sont désemparés. Malgré le lancement en 2012 du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, la situation reste récurrente. Antonia Tangana. Le Sénégal fait face à la montée des eaux. C'est dans plusieurs coins de la capitale Dakar que de fortes pluies sont tombées ce lundi 18 juillet. Des précipitations qui ont provoqué de nombreuses inondations et ont détérioré une partie de l'une des principales autoroutes de la ville. Entre voitures englouties et piétons mouillés jusqu'au cou, la situation devient insoutenable pour les habitants, entraînant même leur mécontentement. Chaque année est la même. Les voiturettes nous aident à traverser les zones en cas de forte pluie. Nous avons besoin d'un gouvernement capable de résoudre ces problèmes pour sa population. Malgré le plan de lutte contre les inondations lancé par le président Macky Sall dès son arrivée au pouvoir en 2012, avec notamment l'installation des stations de pompage et de canaux de drainage dans certains quartiers de Dakar, le problème n'est toujours pas résolu et la population sénégalaise s'estime délaissée face aux conséquences des intempéries. Nous pensions que ces inondations étaient derrière nous, mais chaque année, on a l'impression que la situation empire et que le gouvernement ne fait rien. J'ai souvent entendu parler de ces inondations dans cette partie de la ville, mais c'est la première fois que je les vois. Chaque année, nous faisons face au même problème. Nous avons des difficultés à nous déplacer, à rentrer chez nous. C'est vraiment problématique. Chaque année, entre le mois de juillet et d'octobre, la ville de Dakar est submergée par les eaux, causant de nombreux dégâts matériels. D'après l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, les précipitations de ce lundi ont été estimées à 84 mm de pluie en seulement 2 heures dans la capitale. Autre fait marquant, ces inondations se produisent à quelques jours des élections législatives du 31 juillet, dont la campagne électorale cristallise déjà le quotidien des Sénégalais. Nous nous envolons à présent pour le Mali à la rencontre des Songhai, une communauté qui réside dans la ville de Gao, située au nord du pays. Leur nouveau chef, Djibril Souma Moussa Maïga, a été intronisé le 15 juillet dernier. À l'heure où le Mali est confronté à plusieurs crises, notamment sécuritaires, le nouveau chef des Songhai plaide en faveur de la consolidation de la paix. Joël Balou. Le 15 juillet 2022, à Gao, au Mali, l'héritage de la chefferie Songhai a été transmis à travers le système patrilinéaire. C'est ainsi que le chef de cette communauté, Sa Majesté Djibril Souma Moussa Maïga, a succédé à son défunt grand frère Moussa Souma Maïga. La préservation de cette identité est vitale afin de contribuer au développement de la région tout en maîtrisant les foyers de tension intercommunautaires. Le Mali étant le berceau des grands empires, nous sommes fiers de revendiquer des héritages des empereurs Kayam Maga Sissé du Ghana, Soundiata Keita du Mali, Soni Alibert et Askia Mohamed du Songhai. Alors que le Mali est dans une dynamique de reconstruction politique après une période de forte turbulence, le chef de la communauté Songhai, Sa Majesté Djibril Souma Moussa Maïga, clairement soutenu par les autorités de la transition du Mali, plaide pour la consolidation de la paix. Une invite pour toute la communauté Songhai afin que chaque citoyen puisse œuvrer au renforcement de la cohésion sociale. Nous voulons nous acquitter de l'agréable devoir de remercier les autorités de la transition, l'armée de l'air, les autorités et la population de Gao. Ici, c'est Gao. Nous nous engageons à œuvrer inassemblement à consolider la paix, la sécurité et la cohésion sociale
qui nous est très très cher ici au Mali et à Gao. La communauté Songhai peut s'appuyer sur le riche prestige historique de la ville de Gao, ville impériale sublimée à travers ses sites et monuments incomparables. La mosquée des Askia, monument inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO en 2004, la mosquée de Kanko Moussa ou encore la dune rose de Koima. Pour rappel, après les dynasties Kongo-Rongosi, Dia, Soni et Askia, Sa Majesté Djibril Souma Moussa Maïga est le 5e chef Songhai de Gao depuis 1916, après son arrière-grand-père, son grand-père, son père et son grand frère. Un mot de sport pour finir avec la qualification du Cameroun à la finale de la Coupe du monde militaire féminine. Une première pour un pays africain. Les Lions ont décroché leur billet après avoir largement dominé la Belgique le 19 juillet sur un score de 8-0. La sélection camerounaise est arrivée en tête de groupe A après avoir battu les États-Unis, pays hôte de la compétition, l'Irlande et l'Allemagne. Pour la finale prévue ce 22 juillet, les Camerounaises affronteront les Françaises. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.